Bonjour à tous. Suite à la vidéo où j'avais présenté l'interaction entre Eagle et Fusion 360, j'ai eu quelques demandes pour parler un peu plus de Eagle. Alors, je vais présenter un peu Eagle. Vraiment deux choses. D'abord, je suis pas électronicien, donc je vais pas vous faire des choses fantastiques. Ça va être du B.A.-ba tout simple. Et deuxième chose, je suis encore en train d'apprendre à utiliser Eagle. Donc voilà, ça va pas être du sophistiqué. Maintenant, en préambule aussi, je peux dire que lorsque l'on vient de Fusion 360 et de son interface elle est assez intuitive et simple et vraiment très moderne, Eagle, on a un peu l'impression de repartir un siècle en arrière. Mais bon, il y a des petites choses à savoir, je vais tâcher de les expliquer pour vous faciliter un peu votre démarche avec Eagle si vous souhaitez l'utiliser. Alors, la première chose, si vous avez un Fusion 360, vous avez un compte Autodesk. Donc ce même compte, vous pouvez vous en servir pour Eagle. Si on va sur télécharger, il va nous montrer normalement alors qu'il y a une version gratuite, mais c'est pas ce que je voulais comparer. Voilà, c'est ce que je voulais pour vous montrer les différentes versions possibles. Donc la version gratuite est en téléchargement gratuit. Elle vous permet de faire 2 feuilles de schéma, ce qui est très peu important parce qu'une feuille de schéma peut avoir n'importe quelle taille. 2 couches de signal. Alors il y a plusieurs layers, il y a plus de couches de calques si vous préférez lorsqu'on travaille avec Eagle, même en version gratuite. Mais on peut avoir, disons, des composants et des signaux seulement sur 2 couches, a priori dessus-dessous. Et la zone maximale va faire 80 cm². 80 cm², c'est en fait très largement suffisant pour beaucoup de circuits, y compris un circuit pour un Arduino Mega par exemple, ou quelque chose comme ça. La version, on va dire standard ou pro, est à 132 € par an et je sais plus exactement combien ça nous fait par mois, mais c'est de l'ordre de 15 ou 20 par mois, je sais plus. 18, bah c'est marqué ici, j'aurais pu regarder. Et la version premium, alors pratiquement c'est illimité, 999 feuilles de schéma. Bon, c'est vraiment pour les entreprises, les gros trucs, quoi. Donc tout ce qu'on va faire et que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être fait avec la version gratuite. Alors, quand on démarre dans Eagle, on se trouve avec ce qui s'appelle le panneau de contrôle. Ce panneau de contrôle vous permet d'accéder à tous les différents fichiers que Eagle va gérer, notamment les librairies, les blocs de dessin, les ULP, c'est des petits programmes qui étendent Eagle, les scripts, etc., etc. Donc tout se passe ici. D'entrée de jeu, il est assez fortement conseillé d'aller charger les librairies. Il y en a déjà beaucoup, mais disons que celles-là sont un peu plus simples. Alors je vais vous les montrer, mais surtout je les mettrai les références en bas, en dessous de la description de la vidéo. Donc la librairie Adafruit, qui peut se trouver par Eagle, et je vous montre la page que voici. Alors,
Donc vous pouvez, enfin tout est expliqué sur la page elle-même, vous téléchargez ça, vous le mettez dans le répertoire pour les librairies et vous chargez ça dans Eagle et ça devient utilisable. Et la même chose pour SparkFun. Ce sont deux entreprises qui se sont un peu spécialisés dans toute l'électronique amateur qui tourne autour de l'Arduino, etc., etc. Et ils ont donc fait leur propre librairie pour utiliser avec Eagle, puisque justement il y a cette version gratuite de Eagle. Et la plupart de leurs projets sont faits avec Eagle. Donc non seulement vous pouvez télécharger les librairies, mais vous pouvez aussi aller regarder leurs circuits qui sont open source et qui sont faits bien sûr à partir de ces mêmes librairies. Donc voilà pour la librairie SparkFun, enfin les librairies SparkFun. Parce que dans Adafruit, tout est compilé en même temps dans une même librairie, alors que pour SparkFun, il y a tout un tas de librairies différentes. En fonction, il y a les microcontrôleurs, il y a les sources d'alimentation, il y a la conversion, les trucs de communication, il y a, enfin bon, il y a GPS, tout ça, et comme je le disais, tout ça, la plupart du temps, ça fonctionne avec un Arduino, et ça permet de faire tout un tas de circuits. Donc voilà. Donc ça sera dessous la description de la vidéo pour que vous puissiez y avoir accès. Alors, une fois qu'on a nos librairies, comment ça fonctionne dans Eagle? Alors, on va créer un nouveau projet qu'on va mettre dans projet. On va mettre nouveau projet et on va appeler ce nouveau projet présentation vidéo. Voilà. Donc ça c'est un projet qui est vide, c'est marqué à côté, Empty Project. Donc si je clique ici sur ma petite flèche pour ouvrir le projet, il n'y a rien dedans, donc il n'y a rien de plus. Je fais un clic droit avec la souris et je fais New schématique. Donc on commence, et j'allais dire on commence toujours par faire un nouveau schéma. Donc là on est sur la feuille de schéma de Eagle. Alors, on a tout un tas de petites icônes sur le côté, qui pour l'instant sont mystérieuses, mais on va petit à petit en découvrir certaines, pas tout. Hein, j'y vais doucement, une étape à la fois. Il y a beaucoup de choses. On peut commencer par la couche, je sais pas, bon, il est sur net, ok, très bien. Attends, on va y revenir. Allez, ok. Et donc, dans ce schéma, on va commencer par aller apporter des composants. Alors, pour importer des composants, il faut cliquer sur le petit plus ici, avec, ça ressemble un peu à une prise de courant, et c'est Add Parts, donc ajouter des pièces. Alors, ce qu'on va faire, c'est un petit, comme j'ai dit, c'est des trucs tout simples parce que j'y connais rien et que je ne veux pas me lancer dans des trucs sophistiqués dont je ne me sortirai pas. Un petit régulateur de voltage basé sur un circuit qui s'appelle LM317 et qui va nous permettre d'avoir du courant en entrée qui va être du 24 ou 48 volts ou du 36 volts à peu près. Hein, ça peut aller de 3 à 40 volts. Et on va sortir une certaine puissance. L'intérêt de circuit LM317, c'est que c'est réglable. C'est-à-dire qu'on peut choisir, sélectionner combien de volts on va ressortir de l'autre côté. On va rentrer par exemple en 24 volts et on veut sortir, mettons 10 volts. On peut régler de façon à sortir 10 volts. On peut mettre un potentiomètre de façon à ce que le réglage soit continu. On va régler de 1 volt à 25 volts par exemple. Ou on peut décider qu'on veut fixer ça pour sortir par exemple 5 volts. Alors,
Moi, je vais pas me lancer parce que, comme j'ai dit, je suis pas du tout un spécialiste. Il existe un autre circuit du même genre qui s'appelle le 7805 et je crois qu'il y a le 7810 ou 12, etc. qui sortent un voltage fixe. Donc, ce qu'on va faire là, c'est pas nécessaire. Le seul truc, c'est que si vous avez des LM317, vous pouvez les adapter à plein d'utilisations différentes. Alors qu'un 7805, par exemple, ben, vous faites qu'une seule chose avec, c'est de sortir du 5 volts. Donc, je fais une pause. Donc la première chose à faire, c'est quand on fait add, on a toutes nos librairies ici, et on va commencer par chercher LM317. C'est donc ce qu'on veut. Et on en trouve un certain nombre, dont un de SparkFun, alors, pack, c'est quoi? D'accord, alors celui-là, il est en montage de surface. Là, vous voyez qu'on a le symbole, donc qui va aller dans le schéma, et les pads, c'est-à-dire les surfaces sur lesquelles c'est normalement soudé, le composant est soudé, sur la carte. Hein. Donc là, en regardant cette forme là ici, on voit tout de suite que a priori c'est un composant qui est fait pour être en montage de surface. Donc avant de faire, non, il y a SMD aussi et PAC. Alors c'est quoi la différence? Bah je sais pas. Et celui-ci, qui donc on voit qu'on a 3 trous et on a la forme d'un radiateur, sink, c'est... Et donc là, c'est un montage de surface qui est prévu pour être monté avec un petit radiateur. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Et donc on lui dit OK. Maintenant, je peux aller me promener dans mon schéma pour aller positionner ce composant là où je veux. Je clique une fois, il est positionné. Mais immédiatement et par défaut, Eagle me propose, enfin je peux continuer à en mettre plusieurs dans mon même schéma. Il faut que je fasse Escape et Escape une deuxième fois pour sortir de ce cycle d'ajout de composants. Une chose tout de suite que je veux dire et qui est particulière avec Eagle, c'est que, et dont on n'a pas l'habitude, c'est ça qui est un peu déroutant quand on démarre avec par rapport à l'interface, c'est que la plupart des logiciels classiques vous cliquez sur quelque chose et ensuite vous cliquez sur l'action que vous voulez appliquer à ce quelque chose. Par exemple, dans un traitement de texte, vous sélectionnez un petit bout de texte, vous cliquez sur gras ou bold ou souligné et ça va s'appliquer au texte que vous avez sélectionné. Dans Eagle, c'est le contraire. On commence par sélectionner ce qu'on veut faire et ensuite on sélectionne ce à quoi on veut appliquer l'action en question. C'est le contraire de la démarche habituelle. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est un peu perturbant au début parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. L'avantage, c'est que ça correspond assez bien au travail sur des circuits imprimés où on va ajouter, je sais pas, des résistances. On va vouloir toutes les bouger ensemble, ou on va vouloir faire un certain nombre d'actions qui s'appliquent à plusieurs composants en même temps, ou même si c'est pas en même temps, les uns après les autres, mais c'est la même action. Et finalement, avec un peu d'habitude, on arrive à aller relativement vite. C'est juste que c'est différent de la façon dont la plupart des autres logiciels fonctionnent. Ok. Donc, on a notre LM317. Ici, c'est pas marqué. C'est marqué, bon, 317, Sync, ok, on a ça. Alors, j'ai dit que ça pouvait être... Alors, pardon, deuxième chose qu'on va faire, on va ajouter une entrée de courant, puisqu'il nous faut une entrée de courant. Et a priori, si je cherche avec Power, il va me trouver... Alors, on
on va pas mettre ça, on va mettre ben voilà une entrée qui pourrait être utilisée. Mais en fait, on va faire plus simple. On va mettre connector, on va mettre screw connector. Et normalement, j'en ai un que j'ai déjà utilisé. Alors, on ne le voit pas. Il faut que je mette connector. On va virer. Alors vous voyez qu'ici on n'a pas de SMD et description. SMD c'est donc pour les composants de surface. Là je veux pas un composant de surface, donc je cherche avec ça décoché. Il devrait y en avoir un peu moins. Voilà. Alors celui-ci, non ça c'est avec des pins. Ce que je veux, c'est du 5 mm. Screw terminal, c'est le terme que je ne trouvais pas. Alors ça aussi, ça fait partie un peu des difficultés de Eagle, c'est qu'il faut avoir en tête un petit peu les noms pour chercher et pour trouver ce qu'on cherche vraiment. Donc on va faire OK, on va aller positionner ça par là. On fait escape une fois et on s'arrête. Donc on fait escape une deuxième fois. Ok, alors ce LM317, j'ai dit qu'il était réglable. Il se trouve qu'il y a un petit outil sur internet qu'on trouve assez facilement, qui est un calculateur de voltage pour mon LM317. C'est-à-dire que je vais lui dire que je veux sortir. Donc là on a V out, donc voltage de sortie. Je veux sortir 5 volts. Quelle est la résistance? Il faut deux résistances. Une résistance 1, une résistance 2. Là on a l'entrée, là on a la sortie. Donc ma résistance 1, parce que ça se trouve facilement, il y en a 3, j'en ai 3 tonnes, c'est 330 ohms. Maintenant il va me calculer quelle résistance il me faut à la sortie, en R2, pour sortir 5 volts. Et il me dit 990. Et ici on peut vérifier dans l'autre sens, on peut lui dire 330 ohms mon R1, mon R2 990, on va retomber sur 5 volts quand on fait calculate. Ok. Alors, il se trouve, et on a de la chance, que 990, eh ben c'est 3 fois 330. Ou c'est, enfin 3 fois, oui c'est 3 fois 330, ou c'est l'équivalent de 3 résistances de 330 ohms montées en série à la queue leu les unes après les autres. Ça m'arrange parce que comme je l'ai dit, des résistances de 330 ohms, j'en ai un plein sac. Donc, on va venir ici sur nos pièces. On va chercher résistor. Et il va nous trouver là encore une résistance. Alors ça c'est librairie, c'est moi qui ai déjà fait. On peut aller prendre ici dans RUS. Alors on en a 3 tonnes. Je sais plus où c'est, 0309. Grid de 5. Alors c'est peut-être pas ce que je veux. Non, c'est pas ça non plus. 2 volts, 5 volts. Alors ça c'est des résistances classiques. J'avoue que je vois pas trop les différences.
J'en avais une qui était marquée filaire. Chez Eagle, R204-7, R207-10. Ouais, c'est le symbole. RUS Resistor tout simple. Ben voilà. Voilà, résistance toute simple, bien classique. On dit OK et on positionne notre résistance n'importe où. Mais cette fois-ci, on sait qu'il en faut 4. Donc on va continuer jusqu'à 4. Et maintenant, je fais escape 2 fois. Échappe 2 fois. Alors, comment est-ce que je vais installer tout ça? D'abord, j'ai mon entrée. Alors, pour stabiliser mon courant et pour risquer un peu moins, on va dire, on va quand même aller mettre un condensateur pour lisser un peu le courant. On va mettre un condensateur en entrée, un condensateur en sortie. J'ai un schéma qui me dit que même si le LM317 peut fonctionner sans condensateur, c'est quand même conseillé d'en mettre un. Donc, il me faut maintenant aller rajouter un condensateur. Et il en faut un aussi à la sortie. Donc, un condensateur en entrée qui va être non... alors, c'est capacitor en anglais. C'est pas capacitor. Donc, il me faut un capacitor non polarisé qui va faire 100 nanofarad. Alors, là, c'est des dimensions, je pense. Ça ressemble à ça. Grid de 5. Ça pourrait ressembler à ça. Alors, on va donc aller se mettre... Oh, pardon. On va faire OK. Celui-là, il est... Attends, parce que c'est pas le symbole que je veux, ça. Et normalement, polarisé, c'est pas le même. Plus. La différence, c'est le plus. Donc, j'en veux un par là. OK. Que je vais positionner par ici. Je fais escape 2 fois. Et j'y retourne pour aller me chercher cette fois-ci un capacitor polarisé. Swall axial. OK. Donc, on va positionner par ici. OK. Alors, maintenant, on va commencer à relier nos ficelles. Enfin, relier nos différents éléments avec des câbles. Enfin, des câbles. Des fils qui ne seront pas des fils, puisque ça sera sur un... A priori, ça sera sur un circuit, donc ce sont plutôt des traces sur le schéma. Alors, on va aller faire ici un truc qui va aller comme ceci. Et une trace qui va être... Alors là, vous voyez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sélectionne une action et on continue. C'est-à-dire que là, tant que je ne change pas d'action, mon petit curseur là, il va chercher à venir me faire des traces. D'accord ? Alors, quand on est au bout de la trace, on clique 2 fois pour arrêter, parce que sinon, je vais montrer,
Si je clique et que je m'arrête là, mais il va continuer, c'est pas fixé. Il faut cliquer 2 fois si on veut fixer le bout de notre trace. Alors, nos résistances. On a besoin d'une première résistance qu'on va vouloir venir mettre donc entre notre plus ici et notre moins et notre ajuste ici. Alors, si je veux pouvoir la positionner comme je veux, il faut que je la tourne. Donc là, je vais sélectionner Rotate et je reviens cliquer sur ma résistance et elle a tourné. Pas roté, tourné. Et donc, on fait Escape pour changer. Et maintenant, je peux venir me positionner dessus et je lui dis que je veux la déplacer. Donc, je la déplace ici. Et je vais venir remettre un petit bout de trace entre les deux. Voilà. Maintenant, mes autres résistances, j'ai dit qu'il fallait qu'elles soient toutes en série. Donc je vais venir les positionner par ici. Ouais, c'est pas très important. Là, comme la dernière action que j'ai faite, c'est Move, ça continue. Et là, ça sera plus clair si je déplace ceci un peu vers le bas. Comme ça, on sera moins perdu. Donc, puisque c'est un montage en série, on va relier nos résistances en série comme ceci. Voilà. Donc, je vais maintenant venir relier mes condensateurs. Et pour être sûr que mes connexions soient correctement faites, je viens mettre une petite jonction à chaque fois que effectivement je joins un composant avec une trace pour être sûr qu'ils ne se prennent pas les pieds dans le tapis lors de la réalisation de la carte. Ça, j'allais dire, c'est plus par goût personnel qu'autre chose. Oh, j'ai oublié. Ici et ici. Alors, bon, je peux pas parler de tout parce que ça ferait beaucoup de choses, mais on peut quand même remarquer que sur mon schéma, pour l'instant, j'ai zoom to fit. Je n'ai aucune valeur. C'est-à-dire que là, j'ai une entrée, enfin j'ai un bornier, un connecteur, mais je ne sais pas ce qui rentre. Là, on sait que c'est un LM317. Le condensateur et les résistances, on ne connaît pas la valeur. Ce condensateur-ci non plus. Donc, comment on fait? Alors, vous remarquez que chacun des composants a une petite croix rouge ici. Si je clique dessus, ça, entre guillemets, allume le composant. Et ça me donne accès à ces différentes propriétés ou caractéristiques. Donc, ici, on a attribut. Attribut name, on va mettre volt. On va mettre 24. Et on va mettre display on. Boss, pardon. Alors,
pas c'est où ça. Alors, ah oui, il fallait faire off. Alors, on va mettre volt 24 boss plus. Voilà. Et donc là, je vois que j'ai mon volt égale 24, ça me donne une valeur à ce composant. Comme le composant lui-même, le texte ici, vous voyez qu'il y a un petit plus, et si je clique sur ce plus du texte, je peux aller le positionner là où je veux par rapport à mon composant. Le condensateur ici, on a dit qu'il valait 100 nanofarads. Là, on sait que c'est un condensateur, donc il a directement la valeur que je peux lui donner. Donc, on va lui mettre 100 F. Et la valeur, on va la montrer. Donc, a priori, on est bon. Ici, mes résistances, elles valent toutes 330 ohms. Alors, je sais pas si sur le clavier... Donc, on donne la valeur à nos résistances. Oh, pardon, ça c'est pas... C'est ça que je veux. Non, c'est pas H. J'avoue que je sais même pas le... Et notre condensateur polarisé ici, alors la petite croix, on a du mal à la voir, mais elle a l'air d'être ici. Et donc la valeur ici, c'est 1 picofarad. Ouais. Ok, donc là maintenant c'est un peu plus clair mon schéma puisque j'ai les valeurs de mes différents composants qui sont indiqués. Bon, c'est pas très joli puisque, oups, pardon, j'ai des choses qui se promènent. Si je viens ici, c'est lequel? Alors, 330 ohms ici. Ouais, ça serait plus consistant si je mettais tout ça au même endroit. Voilà. À part que l'autre va forcément être au-dessus, donc je verrai rien autrement. R2 là, et lui, je lui ai pas mis sa valeur, on dirait. Bah si, elle est où alors? Alors il y en a un qui n'a pas sa valeur. C'est celui-là. Alors là, pardon, c'est utile de zoomer bien fort. Donc ça c'est lié au-dessus, et ça c'est lié en dessous, j'imagine. Ok. Alors, R3. Ça c'est lié, non, au-dessus. Voilà, on arrive à peu près à voir ce qu'on fait. Bien. Donc maintenant que j'ai... Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qu'on vient de faire, notamment qu'on n'est pas obligé d'avoir des traces ici, puisque c'est grand et on pourrait faire autrement, mais une chose à la fois.
Donc maintenant qu'on a notre schéma hyper simplifié, enfin hyper simple parce que c'est quelque chose de simple, c'est pas spécialement simplifié, on va passer au circuit lui-même. Donc là pour l'instant j'ai travaillé sur mon schéma. Du fait que je clique ici, vous voyez que le BRD c'est en vert, SCH c'est en gris parce qu'on est dessus. BRD c'est en vert. Je viens de cliquer dessus. Ça me dit que la carte, donc le circuit, n'existe pas. Est-ce qu'on le crée depuis le schéma? Et on fait oui. Et cette fois-ci, j'ai mon circuit qui est venu se créer. Enfin, c'est plus. Oui, le circuit, ce qui sera le circuit imprimé, qui est venu se créer, avec d'une part une surface qui est destinée à être la surface du circuit, et d'autre part mes composants qui se baladent ici à côté. Alors, la première chose qu'on va faire, si ça veut bien, c'est d'aller sélectionner tout ça et de venir lui dire Move. Et je peux déplacer tous mes composants en une seule fois. Je vais aussi en profiter pour les rotationner, les faire tourner, pardon. Et on lui dit roter de groupe, là aussi. Alors, on est dedans là. Alors, on va faire tourner uniquement ça. On va déplacer ceci dans un coin, comme ça. Mon bornier ici. Oh. Oui, on va aller le mettre, on va dire quelque part par là. Ce que j'ai pas fait, c'est une sortie. Alors, condensateur qu'on va garder assez proche de ça. Mon autre condensateur. Et mes résistances. Alors celle-ci, c'est celle qui est en entrée. Ok. Alors on peut faire ça un peu plus compact. Non. Voilà ce que je cherchais. Mon bornier, on peut le mettre tout au bord. Et ce que je n'ai pas fait, donc je vais retourner dans le schéma, c'est d'aller mettre un connecteur. Alors j'avais utilisé, non, on va faire comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? 19, non c'est ça, connecteur 2. Voilà, celui-ci avec des pins. On fait OK. On va venir le positionner ici. Escape, escape. On va le faire tourner. Rotate. Et rotate encore un coup. On va le positionner. Le positionner un peu plus loin. Oh. Alors, il faut que... Non, il veut pas.
instant. Oh. Oui, et ça, non. Si je veux effacer juste ceci, voilà. Et donc ce connecteur ici, on va lui donner une valeur. On va lui dire que le name c'est out, c'est la sortie et c'est 5 volts. Display boss, on dit plus et on est bon. Alors par contre, je vois pas la petite croix avec le texte. Ah, voilà. Voilà. Je peux retourner dans mon circuit. Et j'ai mon nouveau composant. Oh là là. Qui apparaît ici en dessous. Hein, et donc je vais pouvoir aller sélectionner alors la petite croix jaune, elle est là. Et on va aller le mettre quelque part complètement ailleurs. Voilà, comme ceci. Et on a notre petit circuit fait avec Eagle. Alors, bon, il y aurait beaucoup d'autres choses nécessaires à faire et je veux pas faire une vidéo, ça va déjà être assez long. Si je vois qu'il y a de l'intérêt, je continuerai à faire d'autres vidéos sur Eagle, mais c'est pas la peine d'en faire 3 tonnes tout de suite. Donc voilà un petit circuit imprimé. Tous les composants sont des composants through hole comme on dit, c'est-à-dire avec des trous, c'est pas des composants de surface. Donc ça pourrait très bien se souder à la maison très facilement en trouvant ces mêmes composants. Alors il faut changer les dimensions, il y a pas mal de choses à faire. Simplement ce que je vais montrer, c'est que on va très rapidement bon, les dimensions, je vais peut-être quand même le faire. Alors, c'est dimension. On va faire une ligne qui parte de ici. Ici. Voilà. Et donc le reste, a priori... Voilà. Donc on va lui dire zoom to fit et on a notre petit circuit. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va tout simplement lui dire d'aller faire les traces pour notre circuit imprimé. Il va nous faire ça en automatique.
On va lui dire qu'il fasse un grand effort pour optimiser ça du mieux possible. Bon, c'est assez simple, il n'y a pas non plus... on lui dit continue. Et on lui dit start. Et donc il évalue différentes possibilités d'optimisation du circuit. Et vous voyez qu'on a le choix entre différentes traces du circuit. Et j'allais dire, bon, c'est pas sur un circuit assez simple comme ça, c'est pas fondamental. On va prendre celle qui paraît la plus jolie, entre guillemets. Alors la dernière, elle ressemble à quoi? Il n'y a pas de grosse différence. Bon voilà, allez, on va dire que c'est bien. On lui fait un job et on a notre petit circuit prêt, j'allais dire. On peut aller voir à quoi ça ressemble. À quoi le circuit ressemble ici. En vue de dessus et en vue de dessous. Bon, en vue de dessous, il n'y a pas grand chose puisque il y a juste les pads de soudure. Et on peut faire beaucoup d'autres choses, y compris générer les chemins d'outils pour aller graver ça, etc., etc. Mais comme je l'ai dit, ça c'est pas la peine d'en faire beaucoup plus. Ça fait déjà une vidéo assez longue. Si vous avez si vous êtes intéressé, encore une fois, je suis pas un spécialiste, je suis encore en train d'apprendre à m'en servir et j'ai pas fini d'apprendre à m'en servir parce que de toute façon, ça sera jamais qu'une fois de temps en temps et que je serai jamais un vrai spécialiste de ça. Je suis pas un spécialiste d'électronique et de circuits imprimés, mais bon, on peut quand même apprendre, enfin, tâcher de s'en servir du mieux possible. Donc n'hésitez pas, dites-moi si vous voulez éventuellement en voir plus sur Eagle. Je ferai des vidéos en fonction de votre demande. Je n'ai pas du tout parlé cette fois-ci de la relation avec Fusion 360 parce que c'est pas la peine et que c'est tout à fait encore un autre chapitre de l'utilisation de Eagle. Mais voilà, donc si vous êtes intéressé, dites-le moi, je tâcherai de faire quelques vidéos là-dessus. Je voulais simplement faire une présentation un petit peu rapide de cet outil et de la façon dont il fonctionne. Il est, de mon point de vue, pas mal du tout. C'est pas forcément très intuitif puisque, comme je l'ai dit, la plupart des commandes fonctionnent un peu à l'envers de ce dont on a l'habitude. Mais bon, quand on le sait, a priori, voilà, ça marche. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a été utile et à la prochaine. Salut, bye bye.